Rendez-vous pour les Français. Comment les magasins se sont-ils organisés? Quelles conditions de sécurité sanitaire ont été mises en place et vont être mises en place? Merci beaucoup d'être notre invité ce soir, Alexandre Bompard, PDG du groupe Carrefour. Vous avez choisi BFM TV et BFM Business. Avec Alain Marchal et Thierry Arnaud, nous allons vous poser un certain nombre de questions pour savoir avec vous comment vous avez traversé cette crise, comment nous allons pouvoir aller faire nos courses et comment se porte votre groupe. Je le rappelle, premier employeur privé de France avec des enseignes dans de nombreux pays, dont l'Espagne, l'Italie, l'Amérique latine. Donc un poste d'observation un peu stratégique de cette crise. Première question, comment est-ce que vous avez vécu justement ces dernières semaines? Vous avez une panoplie différente, des hypermarchés, des Carrefour City comme on connaît, des magasins bio, plusieurs dimensions, plusieurs tailles. Comment ça s'est passé pour vous? Vous avez raison, hein, on a une vision assez mondiale, puisqu'on est dans plusieurs pays. Le premier, presque un des premiers qui a été touché, Taïwan, jusqu'à un des derniers, Argentine, Brésil. Donc on a une étendue de pays, on a tous les formats de magasins, des hypermarchés au cash and carry en passant par les petits magasins de proximité. Et donc on a une diversité de situations. Ce qu'on a vu pendant toutes ces périodes, au fond, pendant toute cette période, dans ces pays, avec des règles différentes selon ce que décidaient les gouvernements et avec des timings différents, c'est à peu près toujours les mêmes phases. Cette phase pré-confinement qui a finalement été décidée à peu près dans tous les pays, avec une accélération forte de la demande de précaution, avec des clients, on s'en souvient, les pâtes, les paquets de pâtes. Avec le symbole des paquets de pâtes, et avec une mobilisation absolument exceptionnelle des équipes pendant ces quelques journées-là. C'était absolument critique. Dans toutes les géographies, on a vécu ça. Hein. Et puis ensuite, des mouvements qui se sont régulés, qui se sont déplacés vers les magasins de proximité, parce que, évidemment, plus vous êtes confiné, plus la liberté de circulation est restreinte, plus vous allez dans le magasin d'à côté. Et pendant toutes ces périodes, au fond, on a tenu bon, on a tenu le choc. Et ce n'est pas une formule, parce que les équipes ont fait preuve d'une mobilisation absolument exceptionnelle, avec une obsession pour nous, assurer la protection à la fois de nos équipes et des clients dans un climat qui a été un climat, et qui le demeure, qui est un climat de tension. Mais des équipes qui ont fait preuve d'un engagement, et ce n'est pas la formule de style, exceptionnel. On l'a rendu hommage, hein. Chaque fois qu'on rendait hommage aux soignants, on a rendu hommage à tous ceux des qui nous ont équipes qui vous ont reproché du retard à l'allumage dans la fourniture de masques, dans la fourniture de gel hydroalcoolique et de moyens de protection aussi quand même. Non, on n'est pas très bien renseigné là-dessus. Ah, il n'y a pas de syndicats chez vous qui ont dit attendez, il nous manque du matériel de protection? Non, on avait le sujet est très, très sensible. Nous, on a essayé dès qu'on a pu, c'est-à-dire dès que les réquisitions ont été levées, hein. Au fond, c'est quoi la protection? C'est les gestes barrières, c'est les procédures, ce sont les procédures de désinfection, ce sont les procédures de distanciation, vous savez, la gestion des flux, le métrage, et puis ce sont les équipements. Et on a essayé très très tôt, on a eu très très tôt les gels hydrauliques. Dès que les réquisitions ont été levées, on a sécurisé les masques qui sont arrivés très très tôt chez nous. On a aujourd'hui 70 millions de masques sécurisés pour nos équipes, c'est-à-dire 2 masques par jour, aujourd'hui. Et puis, parce que moi, quand vous avez 12 000 magasins, la clé, c'est comment sont appliquées ces règles et ces procédures. On a déclenché des audits. Si je vous prends par exemple l'exemple de la France, 90% de nos magasins ont d'ores et déjà été audités. Dans 95% des cas, on a une pleine conformité par rapport à ce que sont les règles. Parce que la clé, c'est que ces règles soient appliquées au quotidien dans nos magasins. Et sur les syndicats, vous avez raison, c'est un moment de dialogue social. C'est un moment de discussion. Avec tous les syndicats? Avec tous les syndicats. On va en parler parce que la CGT vous demande des choses pour l'après. Hein. On va en reparler après, puisque effectivement, après le 11 mai, comment vous allez faire? La CGT a fait un communiqué ce soir même, on va en parler. Mais juste un mot, il y a aussi le fait que, parce que vous étiez ouvert, et parce que vous étiez parmi les postes un peu d'approvisionnement des Français confinés, on vous dit, vous avez gagné beaucoup d'argent, vous avez pu profiter de la crise d'Amazon en France, par exemple, vous avez augmenté vos prix. C'est vrai tout ça? D'abord, pendant cette période, ne l'oublions pas, on avait une mission d'intérêt général, l'accès de tous à l'alimentation. On l'a tenu, je dis nous, mais c'est l'ensemble de la grande distribution. On l'a tenu en gardant les magasins ouverts et en assurant des magasins approvisionnés sans pénurie, grâce à une chaîne alimentaire qui a fonctionné. On a eu une progression
au mois de mars pendant ces achats de précaution. Et nous, on a fait un trimestre qui est un trimestre solide. On avait très bien fonctionné en janvier-février. Ça s'est encore accéléré en mars. On a fait 8% de croissance au niveau mondial. Mais en face de ça, il y a des coûts exceptionnels qui sont liés aux engagements de responsabilité qu'on a pris. Je voudrais vous en citer 3, si vous m'y autorisez. Le premier, c'est la prime. Pour la France, par exemple, une prime de 1 000 € net. Alors quand vous avez 85... Justement, Alexandre Bompard, parce qu'il y a eu des discussions sur qui recevait la prime, dans quelles conditions, est-ce qu'elle était assortie d'un statut, est-ce qu'il fallait être employé à temps complet, est-ce qu'il fallait avoir travaillé pendant la période de déconfinement. Alors, quelles sont chez vous les conditions précises? Qui va recevoir cette prime? Est-ce que c'est bien 1 000 € net d'abord? Chez nous, c'est d'une très grande simplicité. J'ai d'ailleurs du mal à penser que ça ne puisse pas l'être ailleurs. Chez nous, c'est une prime de 1 000 € net, comme je l'ai annoncé le dimanche 22 mars, non conditionnelle et non proratisé en fonction du temps de travail. Donc pour tous? Pour tous les collaborateurs qui étaient présents dans la période, pour tous. Vous avez travaillé 10 heures parce que vous êtes caissier ou caissière à temps partiel, vous avez 1 000 €. Ça, c'est un engagement que j'avais pris, c'est un engagement que je tiens. Donc c'est une prime non conditionnelle et non proratisée. Premier surcoût, quand vous avez 120 000 collaborateurs en France, vous faites le calcul. Deuxième surcoût, bien évidemment, les équipements de protection, les règles de protection. Évidemment, ça a un coût quotidien et on a essayé d'être mieux disant en permanence. Et puis troisième élément, on a essayé pendant cette période de développer des services de solidarité. On a essayé de se dire comment on répond aux personnes plus vulnérables, qu'est-ce qu'on leur offre comme service, comment on fait en sorte pour que les seniors qui ne peuvent pas se déplacer puissent commander sur Internet, mais par téléphone, parce qu'ils n'utilisent pas Internet. Tous ces services nouveaux, liés au e-commerce notamment, ce sont des surcoûts exceptionnels qui sont des surcoûts de responsabilité. Et hier, on a dit, parce qu'on a révélé nos résultats, que ces surcoûts de responsabilité étaient venus, au fond, compenser la bonne tenue de notre activité pendant l'ensemble du trimestre. Et l'augmentation de certains prix pour les fruits et légumes, par exemple? Alors, sur les prix, c'est une question très intéressante parce qu'au fond, les ménages, ils ont l'impression que les prix ont augmenté. Qu'est-ce qui a augmenté pour les ménages ? Ils prennent tous leurs repas à la maison, donc leur budget de courses alimentaires, il a progressé. En revanche, tous les instituts statistiques le montrent, au mois de mars, les prix n'ont pas du tout augmenté. Inflation alimentaire, 0. Mais à l'intérieur de cette inflation 0, il y a des prix qui ont baissé et il y a des prix qui ont augmenté. Ce sont les prix des fruits et légumes. Pourquoi ils ont augmenté, ces fruits et légumes français? Parce que justement, on a décidé de se sourcer uniquement par un choix de solidarité à l'égard de l'agriculture française, auprès des agriculteurs français qui voyaient leurs débouchés limités par la fermeture des restaurants. Donc acheter français, c'est plus cher. Acheter français, pendant cette période, les fruits et légumes de saison, c'est plus cher, d'autant plus que, évidemment, les conditions de production agricole ont été difficiles, les récoltes ont été difficiles. Mais acheter français, ça a un coût, ça se traduit par une augmentation de 10 à 20% selon les produits du prix des fruits et légumes. Mais l'inflation alimentaire était à 0. Est-ce que ça va durer? Puisque on sait que vous aviez fait de votre modèle la transition alimentaire, la volonté de dire à la fois on peut grimper en qualité, on peut maintenir les prix. Là, vous nous dites ce soir, s'agissant des fruits et légumes, on se rend compte que dans ces circonstances-là, s'il faut s'approvisionner exclusivement comme on a choisi de le faire auprès des agriculteurs français, forcément les prix grimpent. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut dire clairement aux Français, si vous voulez manger mieux, si vous voulez manger davantage bio, si vous voulez aller dans des supermarchés qui s'approvisionnent de manière systématique, de manière la plus locale possible et en tout état de cause auprès d'agriculteurs français, il faut accepter qu'en contrepartie, vous allez payer plus cher. D'abord, l'année dernière, j'avais déjà pris l'engagement que 95% des fruits et légumes qui sont dans nos magasins soient français. Mais vous avez raison, c'est une des contradictions et une des noblesses de notre métier. On nous demande à la fois les plus bas prix, et c'est bien normal, c'est notre métier, mais en même temps, on nous demande d'avoir des fruits et légumes de saison, d'avoir des produits locaux. C'est la noblesse de ce métier. Cette contradiction-là, moi je l'assume. Il faut qu'on explique que quand les fraises sont françaises, elles sont un peu plus chères que les fraises espagnoles. C'est un fait. Alors, vous avez dû sans doute l'expliquer, le personnel, en tout cas, de cette hyper de Carrefour à Paris a dû sans doute l'expliquer à ses clients, puisque on est allé se plonger dans les coulisses, justement, après 1 mois et demi de confinement, pour comprendre comment les supermarchés ont fait face à cette crise sanitaire. Regardez ce reportage de Fanny Morel, d'Étienne Grelet, avec Baptiste Besson et Élodie Noiret. 3 heures avant l'ouverture de cet hypermarché parisien, il promène son regard aiguisé dans les allées.
Alexandre Boutouaille est le directeur. Comme chaque jour, il arrive à 5 h du matin. Et comme à chaque fois depuis le début du confinement, avec son collègue responsable des produits de grande consommation, un rayon les inquiète particulièrement. Et là, on va avoir des réceptions ou Les fournisseurs vont nous livrer dans la semaine. D'accord, ok. Parce que je vois que c'est un peu vite ce matin. Oui, oui. Là, les gens font beaucoup de gâteaux, beaucoup de préparation chez eux. Dans le rayon pâtisserie, les ventes ont bondi entre 70 et 100%. Ils ont donc dû trouver une parade. On récupère la farine de notre boulangerie et puis en fait, on les met en sachet d'1 kilo. En fait, elle est mise dans des sachets papier puis recouverts de plastique. Et voilà, on fait exactement le même grammage que les clients attendent de retrouver pour chez eux. La farine fait désormais figure d'exception, car dans son magasin, le directeur affirme que tous les autres rayons sont bien garnis. Je peux voir que ça manque rien. Ouais. Notamment le rayon pâtes, pris d'assaut au premier jour du confinement. Vous voyez des clients remplir leur chariot de pâtes. Donc vous imaginez, ça faisait des fois 40, 50, 60 kilos de pâtes. Donc il y avait avant ce confinement, une espèce de peur de manquer. Nous, pour le coup, on a toujours essayé d'être vraiment rassurant par rapport à cette consommation irrationnelle. Et à aucun moment, nous, on a douté qu'on pouvait apporter suffisamment de produits à nos clients pour qu'ils puissent se nourrir. Suite de l'inspection au rayon fruits et légumes. Salut Antoine, ça va? La forme? Ouais, très bien. On a reçu les asperges françaises. Je vais l'amener, t'inquiète pas. Et on va avoir également les fraises françaises. Donc toutes ces fraises. On est sur quoi? De la gariguette? La gariguette, de la charlotte, la cléry. Ici aussi, il a fallu se réorganiser. Moins de place pour les produits importés. Du coup, les prix s'envolent. 9% d'augmentation selon l'UFC Que Choisir. Et l'arrivée du coronavirus a eu un autre effet inattendu sur les habitudes de consommation. On va constater que les clients vont se tourner davantage vers des produits qui sont déjà conditionnés, qui sont en emballage plastique pour le coup. Il n'y a plus besoin aussi de faire la pesée, donc c'est plus rapide. Ça permet de passer moins de temps dans le magasin et d'être efficace. Pour s'adapter au confinement, Alexandre Boutouaille a dû réorganiser aussi le temps de travail de ses salariés. Ceux qui garnissent les rayons arrivent à minuit au lieu de 4 h du matin, afin de ne pas croiser les clients. L'équipe du magasin doit aussi faire face aux absences. Asseyez-vous. Chaque matin, une réunion leur permet de faire le point. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même des collaborateurs qui commencent à revenir. Il y en a 3, super. Pour information, au début de la période, on était à peu près à 25% d'absentisme. Là, je crois que fin de semaine dernière, on était à 15%. Jusqu'à 5 fois plus d'absents que d'habitude, pour garde d'enfants ou maladie. Mais ici, aucun cas de coronavirus n'a été diagnostiqué. D'autres enseignes de ce groupe de grande distribution n'ont pas eu cette chance. Dans l'une d'entre elles, 2 employés sont décédés de la maladie. Pour protéger les salariés, le directeur procède chaque jour à des distributions de masques chirurgicaux achetés auprès d'un fournisseur privé. Des équipements stratégiques, à l'heure où vol et trafic se multiplient. Il y a une partie que je conserve précieusement dans mon bureau, qui est un endroit très protégé. Ça me permet de pouvoir contrôler la bonne distribution et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement de consommation. Et puis il y a une partie qui est gardée dans un endroit plus sécurisé, que seule ma responsable sécurité et moi-même connaissons. Donc, alors que la réunion s'achève à l'intérieur, bonne journée à vous. Devant l'hypermarché, les premiers clients attendent de pouvoir rentrer. Depuis le début du confinement, de 8 h du matin jusqu'à 8 h 30, l'accès au magasin est réservé aux personnes âgées. Bonjour madame. Aux forces de l'ordre et au personnel de santé, comme Fabien. Et ça nous touche et puis c'est pratique parce que moi qui sors de garde actuellement, donc ça me permet de faire mes courses tout de suite en sortant de nuit, puis ça m'évite de ressortir dans la journée et puis aussi de faire la queue, quoi. Et ça aussi, hein, c'est beaucoup plus rapide et puis voilà. Des horaires réservés
et des rayons métamorphosés. Tiens, il faut le panneau là. Panneau. Absolument partout dans les allées, ces panneaux. C'est très très important. C'est pour rappeler à nos clients que la distance d'1 mètre est importante pour nous protéger. Mais tout le monde, nos collaborateurs et eux. On a conscience que c'est gênant, mais c'est fait exprès. C'est vraiment pour leur rappeler que ces mesures sont hyper importantes. Ça, ouais, ça faudra le faire changer. Au sol, un marquage avec ses bandes adhésives. Devant les comptoirs, ces barrières. Ouais, c'est bien ça. C'est bien là, ça va éviter qu'ils puissent s'accouder là. Et devant les caisses, ces panneaux de plexiglas. Damien Bouquillon, 22 ans, entame sa journée de travail. Dès que quelqu'un part de son poste, il doit nettoyer sa caisse. Pour qu'elle soit propre et le matin, on arrive, on renettoie la caisse. Depuis 1 an et demi, il est caissier ici. Ses habitudes de travail ont été chamboulées par le virus. Un bouleversement nécessaire. Ça me fait peur parce que je sais que ça touche les personnes âgées. Je vis avec mes parents, du coup, c'est sûr que ouais, ça fait peur. Je rentre, je me douche, je vais dans ma chambre. Voilà, j'essaye de les éviter au maximum. Il n'y a pas de souci, faites-moi travailler, on est à pour ça. C'est pas trop dur? Non, ça va, madame. Ça va? Ah bah, vous êtes courageux, vous, hein? C'est gentil, merci beaucoup. Voilà. Malgré l'angoisse, grâce aux encouragements des clients, Damien Bouquillon n'a jamais envisagé de ne pas venir travailler. Ça fait plaisir, ça donne de la force parce que c'est difficile. Du coup, quand on nous encourage, ça nous donne envie de revenir travailler et d'être là pour ces gens qui nous remercient tous les jours. Et voilà, ça fait vraiment plaisir. Un engagement malgré le risque qui sera payant. Son employeur va lui verser, comme à l'essentiel des salariés du groupe, une prime exceptionnelle de 1 000 €. Effectivement, Alexandre Bompard, PDG de Carrefour, de cette prime de 1 000 €. Sujet donc de Fanny Morel, Étienne Grelet avec Baptiste Besson et Élodie Noiret. Mais on voyait vos salariés, les employés de cet hypermarché dans Paris, avec des masques. Ils ont été touchés. Vous avez beaucoup d'employés qui ont été touchés, malades, voire des décès. On a eu 3 décès en France depuis le début de la crise. On a eu une centaine de personnes qui ont été testées positives. On a eu 3 décès, ce sont des drames à chaque fois épouvantables. À la fois évidemment pour les familles, pour les magasins ou pour les entrepôts, ça dépend des cas. Et ce sont évidemment des situations terribles pour un groupe, pour la famille Carrefour, parce que plus que jamais dans cette période, c'est une famille. Alors, puisqu'on parle encore des cas, des décès, avant de continuer cet entretien avec vous, Alexandre Bompard, Margot de Frouville, justement, pour les chiffres du jour, en ce qui concerne la progression ou le ralentissement de la progression de l'épidémie. On peut dire que la décrue se confirme encore soir après soir et c'est une bonne nouvelle. Il reste tout de même 26 834 personnes hospitalisées ce soir. Ça fait 1070 patients de plus sur les dernières 24 heures. Mais avec les sorties qui sont devenues plus nombreuses que ces entrées, cela donne 650 lits libérés dans tous les hôpitaux de France. Et si on regarde également le nombre de cas graves en réanimation, ce solde négatif se confirme depuis maintenant près de 3 semaines. 4 207 patients ce soir en réanimation. 110 personnes de plus sur la dernière journée. Mais là encore, avec les sorties qui sont devenues plus nombreuses, cela libère 180 lits de réanimation sur la dernière journée. Et puis, 4 régions concentrent à elles seules 72%, soit près des 3/4 des hospitalisations. Il s'agit de l'Île-de-France, du Grand Est, de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des Hauts-de-France, une façon de nous préparer à la nouvelle carte de France que nous allons découvrir dès demain avec ces départements en rouge ou en vert, ce qui définira un desserrement du confinement à partir du 11 mai. Voilà, on se retrouve sur BFM TV et BFM Business, bien sûr, pour cette interview d'Alexandre Bompard, le PDG de Carrefour. On a vu ce sujet, ce reportage dans lequel on a vu toutes les mesures de sécurité sanitaire qui ont été prises. Est-ce que demain, ces mesures vont se renforcer puisqu'on va être beaucoup plus nombreux à venir après le 11 mai théoriquement? Est-ce que vous avez prévu de changer les horaires, d'avoir plus de salariés sur place? Comment ça va se passer?
Vous avez raison, par rapport à d'autres entreprises, la particularité de la grande distribution, c'est qu'elle est restée ouverte. Donc on n'est pas dans le cas de figure de l'entreprise qui doit réapprendre à fonctionner. On a fonctionné. Le seul endroit où la question se pose, c'est pour nos sièges qui étaient en télétravail. Mais on a fonctionné. On a fonctionné avec toutes ces règles, avec toutes ces procédures, avec tous ces équipements. Le 11 mai, on va réitérer ces procédures, les adapter, les renforcer à la nouvelle situation. Prenons un exemple, par exemple. Au cœur de la crise, on a pris la décision, d'ailleurs, suite à une discussion avec des syndicats que j'ai eu un soir, nos syndicats qui m'ont téléphoné pour me dire il faut réduire un peu les horaires le soir, il faut fermer un peu plus tôt, nos équipes sont fatiguées. Puis, une discussion après, on a fermé les dimanches. Et puis, on a décidé aussi de renforcer le remplissage de nos rayons la nuit pour éviter les moments où les gens se croisent. Bon, un certain nombre de ces règles-là, de ces pratiques, de cette période-là, vont s'arrêter. Prenons un exemple. Les horaires, on va les élargir. On va les élargir justement pour qu'il n'y ait pas des afflux sur une période trop courte. On va réouvrir nos magasins plus tard. Et on va réitérer en permanence les procédures. Et puis, il y a la question, évidemment, de l'équipement, cette fois-ci, de nos clients, et notamment la question de leurs masques. Alors justement, est-ce que dorénavant, on va devoir faire nos courses masquées ? Est-ce qu'à l'entrée d'un magasin Carrefour, il y aura écrit « Veuillez, s'il vous plaît, messieurs, dames, entrer faire vos courses masquées ». Je complète la question, si vous permettez, Alain. Je crois que c'est en Belgique que vous avez des magasins où vous aviez testé des sas de décontamination. Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable là où les magasins sont beaucoup plus nombreux en France ? On va suivre les préconisations des autorités publiques, hein, donc c'est préconisé. Pour que ce soit préconisé, encore faut-il qu'on puisse avoir accès à ces masques. C'est toute la problématique des masques. Nous, on est en mesure aujourd'hui d'annoncer qu'on a sécurisé sur toute la période qui vient, les prochaines semaines, 225 millions de masques, 175 millions qui sont des masques dits chirurgicaux, 50 qui sont des masques en textile. Pour vos salariés ? Pour nos clients. Les 70 millions de masques pour nos salariés, ceux-là sont de côté. Donc ils seront en rayon quand ? Alors, à partir du 4 mai, on trouvera dans la semaine du 4 mai 10 millions de masques pour nos clients. Et on a pris 2-3 décisions additionnelles. Moi, je veux que ce soit très simple pour les clients. Je n'ai pas envie qu'ils commandent sur Internet, que ce soit lié à leur carte de fidélité. Non, ce sont des masques qu'on trouvera aux caisses. On a pris une deuxième décision. Vous savez, caisse, pas en rayon. En caisse. En caisse, pour justement éviter la cohue, pour que ce soit géré dans l'ordre. Deuxième décision, vous savez, aujourd'hui, les boîtes en contiennent 50. 50, ça ira trop vite, et puis c'est trop cher. Donc, on a décidé de les réallotir et de faire des lots de 5 et de 10. C'est un travail colossal qu'on va faire en respectant évidemment des normes sanitaires qui ont été contrôlées, dont les principes ont été contrôlés par les autorités sanitaires. Les prix ? Le prix sera inférieur à 0,60 €. Hein, 0,60 le masque. D'accord. Donc voilà, ça c'est les... Lequel ? le petit chirurgical bleu traditionnel. Le masque chirurgical. Le plat. Le masque chirurgical. Et donc ça, on en aura 175 millions. Il y a 50 millions de masques qui vont arriver aussi, qui sont les masques en textile. Ceux-là seront sur une fourchette de prix. Là aussi, un seul principe. Le masque à prix coûtant. À prix coûtant pour tous ces masques. Ceux-là auront un prix qui sera compris entre 1 € pour certains masques et 3 pour un certain nombre de gammes. 1 à 3. Donc 60 centimes pour le chirurgical, 1 à 3 pour le tissu lavable. Certains seront en couleur ou avec des petits logos, des petites choses comme ça. Exactement. Et le principe, évidemment, c'est à prix coûtant toujours pour protéger nos clients. Au début, on commence le 4 mai, dès le 4 mai pour les familiariser avec ça. Et donc, aujourd'hui, on a pu sécuriser ces 225 millions de masques. Et c'était absolument essentiel parce qu'à partir du 4, et a fortiori, évidemment, à partir du 11, il faut que semaine après semaine, on puisse délivrer cette promesse de mise à disposition des masques. Je fais mes courses, j'arrive à la caisse, c'est à la caisse que je trouve les masques. À partir du 4 mai, 60 centimes et chirurgicaux, 1 à 3 €. Dans des boîtes de 5 et dans de les 10. Boîtes de 5, voilà. On n'ira pas au-delà de 5 ou 10. Exactement. D'accord. Et vous ne pouvez pas repartir avec le. Mais je ne pourrais pas prendre 2 boîtes de 5 et une boîte de 10. Vous pouvez prendre 2 boîtes. Ah voilà, c'est rationné. C'est rationné. Guillemets, exactement. Pour éviter
qu'on connaisse pour les masques ce qu'on a connu pour des biens de première nécessité. Donc ça sera demain. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a fait tout ce travail de diviser ces 50 en 5, justement pour éviter qu'il y ait des gens qui partent avec des boîtes de 50 et que très vite, on se retrouve, on n'en est plus pour les autres. Et donc on a décidé chinois, de commander en Chine. Commander un peu partout. Pendant toute cette... Quand vous mettez l'accent sur le local, on pouvait se dire, tiens, il y a peut-être du local aussi ou de l'européen. Vous l'avez probablement vu pour les masques en textile. Hein. J'ai vu un sujet ce matin chez vous. L'industrie textile en France, elle s'est reconvertie pour fabriquer des masques en textile. Nous, on a été un peu agnostique. On a sourcé partout. Parce que moi, ma priorité, c'est que mes clients aient des masques. Quand ils sont français, c'est formidable et on a plein de petites entreprises et de petites usines françaises qu'on fait fonctionner en se sourçant auprès d'elles. Et puis, il y a aussi du sourcing international. On a des bureaux partout dans le monde. On a une activité de sourcing international. Donc, on s'est aussi sourcé en Asie. Le but du jeu, c'est d'en avoir le plus possible à prix coûtant, facile d'utilisation et en gérant vraiment de manière extrêmement précise les flux pour surtout pas créer de mouvements d'afflux et de panique pendant cette période. 2 autres questions pratiques. Potentiellement beaucoup plus de monde venant dans les magasins à partir du 11 mai. Est-ce que ça veut dire, pour éviter, malgré toutes les précautions que vous prenez, des cohues ou des contacts trop rapprochés à l'intérieur des points de vente, qu'il faut contrôler les entrées et les limiter? Et vous avez fait allusion tout à l'heure au fait que moins de monde dans les magasins en même temps, précisément pour respecter ces espaces, ça veut dire des horaires d'ouverture étendus. Étendus jusqu'où? Plus tard le soir? Jusqu'à quelle heure? Est-ce qu'il faut rouvrir tous les dimanches? Alors, première question, la gestion des flux, c'est déjà le cas depuis plusieurs semaines, depuis le début de la crise. On gère les flux à l'entrée des magasins. On a vu plein de reportages où on voit ces files d'attente à l'entrée des magasins. Et j'allais dire d'ailleurs, plus le magasin est grand, plus gérer les flux est aisé, contrairement évidemment à ce qu'on peut penser. Parce que quand vous avez des magasins de 10 à 15 000 m², en gros un hypermarché, vous pouvez gérer ces flux de manière plus facile que dans un magasin de 30 m². Donc gestion des flux, c'est évidemment aujourd'hui déjà le cas. Élargissement des horaires, on va discuter avec nos partenaires sociaux comme on le fait jusqu'alors. On avait dit qu'on arrêtait les ouvertures le dimanche pendant la période de confinement. Le confinement s'arrête, donc on va pouvoir réouvrir. Vous le souhaitez? Oui, je le souhaite, parce qu'encore une fois, ça permet d'étaler les actes d'achat sur un plus grand nombre de jours et d'heures. Et pendant cette période-là, ça sera absolument essentiel. Sur le dialogue social, un mot quand même. Ce soir, je le disais, la CGT fait un communiqué pour demander le dépistage massif des salariés et un moratoire sur le plan de transformation du groupe, notamment parce qu'ils craignent qu'il y ait trop de monde dans les mêmes lieux et des travaux en équipe qui feront que les gestes barrières ne pourraient pas être respectés. Qu'est-ce que vous leur répondez? Un tout petit mot sur le dialogue social, si vous m'y autorisez. Pendant cette période, ça aussi c'est un des enseignements de cette crise, on a appris à beaucoup plus se parler, d'ailleurs beaucoup plus se parler en direct et prendre des décisions. Ils ont quand même fait un communiqué ce soir. Je vais répondre sur la CGT. Sachant sans doute que vous venez sur notre plateau d'ailleurs. Mais si vous m'autorisez. Alors vous leur répondez. Les horaires, le remplissage des magasins, c'est du dialogue social. C'est eux qui en ont eu l'idée, l'initiative et qui m'en ont convaincu. Là, la CGT aujourd'hui fait un propos. Il y a des choses qui sont très vraies dans ce qu'ils disent. Est-ce qu'on va aujourd'hui faire des réorganisations massives de nos magasins, faire des travaux, alors même que la seule priorité, c'est de gérer les flux, la sécurité des salariés et des clients? Bien sûr que non. On va surtout ne pas bouger les magasins. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle j'étais satisfait qu'on ne ferme pas les rayons non alimentaires au début de la crise, parce que je disais, il ne faut surtout pas désorganiser les magasins. Donc je souscris à ce propos. Après, est-ce qu'on va arrêter tout le plan de transformation? Évidemment non, parce que c'est celui qui nous permet de bien résister à cette crise. Prenons 2 exemples. Le e-commerce alimentaire, qui était une des priorités de ce plan. Heureusement qu'on l'a développé pendant ces 2 années et qui nous permet de répondre à la formidable demande des consommateurs. La marque propre Carrefour, qui est un des éléments essentiels du plan. Heureusement que nous l'avons parce qu'elle répond à la demande de pouvoir d'achat et à la contrainte de pouvoir d'achat. Donc ces éléments-là, évidemment, on va les continuer. Petite question personnelle, après j'ai une question sur le groupe, mais pendant ce temps-là, le patron, il télétravaille, il est au bureau, il va dans les magasins voir les gens qui mettent les choses en rayon. Comment vous gérez cette crise personnellement? Moi, j'ai fait le choix d'aller quotidiennement au bureau, parce que j'ai des équipes qui sont à leur poste de travail, et moi je suis à mon poste de travail aussi, qui est mon bureau, et puis... de
De temps en temps, je suis allé sur le terrain, mais mon poste de travail était au bureau tous les jours. Vous parliez de la réorganisation du groupe, vous en avez donné les axes, réduire la superficie des hypermarchés, développer les magasins de proximité, booster l'e-commerce, etc. Est-ce que ce qui est en train de se passer en ce moment, d'une certaine manière, ne vous convainc pas d'aller encore plus loin dans chacun de ces mouvements, réduire les hypermarchés, l'avenir des magasins de proximité, et on imagine l'e-commerce, l'achat par Internet qui a évidemment bondi depuis le début de la crise. Je crois que c'est plus 45% sur les résultats que vous publiez aujourd'hui. Est-ce que tous ces mouvements que vous avez déjà envisagés, vous envisagez désormais de les accélérer? Vous aviez un programme de réduction des coûts au total de près de 3 milliards d'euros. Cette crise, si inédite, si particulière, en effet, elle vient renforcer, conforter les orientations qu'on a prises. La qualité alimentaire, le bio, la marque propre, mais aussi, vous avez raison, le e-commerce alimentaire, la proximité. Les hypermarchés, c'est un sujet qui est très intéressant. En effet, on a un programme de réduction de 350 000 m² de notre parc de magasins. Mais contrairement à un certain nombre d'observateurs et à certains concurrents, moi je crois à l'hypermarché. Je crois que l'hypermarché a un avenir, qu'il faut le réformer, mais j'y crois. Et je vais vous donner un exemple dans cette période-là. Il y a eu beaucoup de décrits ces derniers temps qui disaient l'hypermarché souffre énormément, est-ce qu'il pourra se relever de cette période? Moi je suis convaincu que l'hypermarché correspond à la période dans laquelle nous entrons, pour un ensemble de raisons. D'abord parce que le sujet numéro 1 économique des prochaines semaines, des prochains mois, ça sera la contrainte de pouvoir d'achat. Et l'hypermarché, c'est le choix le plus large, au prix le plus bas, avec des promotions. Deuxièmement, vous allez avoir la gestion de ces fameuses files d'attente sur lesquelles vous m'interrogiez, des files d'attente à l'entrée des magasins. Plus facile dans les grandes surfaces. Non, c'est que vous n'allez pas la faire 5 fois. Vous n'allez pas aller dans 5 magasins faire une queue. Et le tout sous le même toit, qui est la marque de fabrique de l'hypermarché, permet d'avoir un shopping à la fois efficace et de plaisir. Et puis la troisième, ce sont les fameuses règles de distanciation sociale, je vous en disais un mot. Il est beaucoup plus facile de faire respecter le métrage, les flux, la distanciation sociale dans un magasin de 10 000 m² que dans une supérette ou dans un petit magasin de proximité de 30 m². Tous vos hyper sont ouverts aujourd'hui en France ou pas? Ou vous attendez la carte des départements verts et rouges? Non, tous les magasins sont restés ouverts. D'accord. Et vous pensez que c'est une bonne chose d'avoir cette différenciation dorénavant en France, les départements verts et rouges en tant que patron, grand patron d'entreprise? Oui, j'ai trouvé que c'était un choix pragmatique, donc j'ai compris la logique, qui ne nous impacte pas puisque tous nos magasins sont ouverts. Vous avez entendu que justement sur l'après-crise, beaucoup de discours commencent à émerger et certains demandent que les entreprises qui n'ont pas été impactées par la crise, vous êtes restés ouverts, vous avez assuré cette mission de service public comme vous le disiez, mais vous avez aussi gagné de l'argent. Bien, il y en a, Laurent Berger ou tout à l'heure sur notre plateau Sophia Chikeo des Insoumis, alors pas de la même façon, pas sous la même forme, mais il disait... Face à la crise économique terrible qui nous attend, à la récession très importante, eh bien, ces entreprises-là, elles devraient payer un impôt. Je ne sais pas ce que c'est, ces entreprises-là. Je ne sais pas ce que c'est que ne pas être impacté. Moi, je vois les coûts exceptionnels. On est au début de cette crise. Et donc, je ne sais pas ce que c'est que ne pas être impacté. Je peux vous dire que les équipes chez Carrefour, elles sont impactées. Je peux vous dire qu'on voit des tendances qu'on n'avait jamais vues. Donc, le secteur non impacté aujourd'hui, je le cherche. En tout cas, ce n'est pas celui de la grande distribution. Alors, le secteur, effectivement, dans son ensemble, ne va pas très bien. Et d'ailleurs, avant même cette crise, vous faisiez cette remarque et vous disiez, ce secteur, il faut le consolider. Il y a trop d'acteurs, donc il faut les regrouper. Ça veut dire, qui ont racheté éventuellement ou faire des opérations de croissance externe. On imagine que les circonstances, de votre point de vue, rendent cette consolidation encore plus nécessaire. Il faut qu'elle arrive vite maintenant. Il y a beaucoup de sujets auxquels je réfléchis vraiment tous les jours, mais je vous assure qu'en ce moment, je ne réfléchis pas à la consolidation. On a beaucoup de priorités en même temps. On est au début de cette crise. On n'a pas encore l'ensemble des enseignements. Et donc aujourd'hui, la priorité, la focalisation, c'est de faire marcher l'ensemble de l'écosystème Carrefour. C'est ma seule obsession. Alors un autre sujet auquel vous réfléchissez, je sais, parce que vous en avez parlé ce matin à nos confrères du Figaro, où vous commentiez les mesures économiques globalement de soutien de l'activité des entreprises qui ont été mises en place par le gouvernement, que vous considériez comme plutôt réussi globalement. Mais vous disiez, aujourd'hui, il faudrait ajouter à ce dispositif un bouclier de solvabilité. Qu'est-ce que ça veut dire, un bouclier de solvabilité? On imagine que ça veut dire aider les entreprises les plus fragiles aujourd'hui à ne pas faire faillite. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. Très concrètement, à quelles mesures supplémentaires, de votre point de vue, sont nécessaires aujourd'hui pour soutenir l'économie et pour soutenir les entreprises?
État et Banque centrale ont réagi extraordinairement rapidement. On peut se le dire collectivement. Le bouclier trésorerie, qui est le premier bouclier, qui est en fait lié au report de charges, aux prêts garantis, il a fonctionné. Il a permis que les entreprises ne tombent pas du jour au lendemain. Maintenant, on rentre dans une deuxième période qui va s'ouvrir. C'est qu'est-ce qui me reste comme fonds propres? Quel est mon nouveau modèle économique? Prenons l'exemple d'un commerçant spécialisé dont l'activité va baisser, dont les coûts liés à tout ce qu'on a montré tout à l'heure vont augmenter et dont la solvabilité de l'ensemble ne sera plus assurée. Le gouvernement va devoir réfléchir secteur par secteur, peut-être là de manière plus différenciée, entreprise par entreprise, à comment j'aide ces entreprises à trouver un nouveau modèle économique. Sinon, le bouclier trésorerie aura juste permis de tenir quelques mois. C'est ça, pour moi, une des priorités. L'autre priorité, celui-là est absolument essentiel, elle dépend de plein d'éléments, et notamment de l'évolution de l'épidémie, c'est que les agents économiques, au premier rang desquels les ménages, retrouvent progressivement, c'est pas la question, de la confiance, parce qu'on a besoin de la confiance et de l'activité pour qu'on puisse retrouver un modèle économique. Pardon, vous ne m'avez pas répondu sur le fond, c'est les mesures concrètes que vous attendez, c'est quoi? Prenons l'exemple du commerce. Dans le commerce, il y a une taxe qui est probablement, dans la liste des taxes absurdes, une des plus absurdes. La fameuse taxe sur la surface commerciale, qui fait que quand vous avez une activité de e-commerçant, vous êtes Amazon, vous ne payez pas d'impôt. Quand vous avez un magasin spécialisé ou alimentaire, vous payez sur la base de vos mètres carrés. Donc il faudrait supprimer cette taxe-là. Les Britanniques, le 11 mars, ont pris la décision de la baisser radicalement. Ça sera une des questions qui se posera dans notre secteur, mais il y en aura dans plein de secteurs pour le gouvernement, pour relancer la machine économique et pour que les entreprises retrouvent un modèle. Amazon, c'est l'ennemi, c'est le concurrent que jamais vous ne pourrez battre ou rattraper? Moi, ça fait une petite dizaine d'années que je dirige des entreprises dont le principal concurrent est Amazon. Parce que là, pendant que je écoute le PDG de Carrefour, je peux commander Amazon rapido. Là, vous pouvez aussi commander sur carrefour.fr. Lequel sera le plus rapide, le plus Pour l'alimentation, franchement, il n'y a pas photo. N'hésitez pas à aller sur carrefour.fr. Vous serez livré dans quelques minutes ici en livraison express. Attention, donc, je vous assure, il n'y a pas photo. Sérieux, on fait le test. Donc c'est un concurrent évidemment déloyal. C'est un concurrent d'une puissance inouïe, d'une efficacité et d'une loyauté très limitée. Entreprise qui n'a pas été impactée par la crise, peut-être. Exemple d'entreprise qui n'a pas été impactée par la crise. Exemple d'entreprise qui a d'abord augmenté ses prix, là où les entreprises responsables ont bloqué les prix. Carrefour en est une, mais on a plein d'homologues qui l'ont fait. Amazon a augmenté ses prix. Et après, il y a eu d'autres sujets qui sont quand même obligés d'interrompre son activité pendant quelques jours. Oui. En tout cas, on retiendra ce soir l'annonce à partir du 4 mai. Les masques. Chez Carrefour, à la caisse, à des prix de base de 0,6. D'accord. Merci Alexandre Bompard, PDG de Carrefour. Merci d'être venu ce soir sur BFM TV et BFM Business avec le directeur de la rédaction de BFM Business, Thierry Arnaud, qu'on a toujours plaisir à retrouver ici.